Salut tout le monde et bienvenue sur les podcasts Métrosport avec une semaine qui est très chargée niveau podcast et niveau contenu globalement sur Métrosport parce que c'est la reprise de la Ligue 2, vous n'êtes pas sans le savoir et qu'en plus de ça l'actualité est riche. Donc on va débattre de tout ça tout au long de la semaine avec mes deux convives Flo et Karel. Comment allez-vous messieurs? Écoute, Salut tout tout le va monde. bien, hein? Ça va, Passez de ça va bonnes va- très bien et Vous vous? passez de bonnes vacances, vous avez pu prendre quelques jours de repos pour l'instant, quelques jours au soleil? Quelques jours au soleil, ouais, franchement, là c'est les vacances, on profite, mais quand même le manque de football se fait sentir. Là j'ai les mains qui tremblent et j'ai vraiment hâte qu'on soit samedi pour combler ce manque-là. Bon, Karel, on s'est Ouais, croisé pareil, quelques fois sur je... la préparation, donc nous on a vu un peu de football, mais la compétition officielle, voilà, le parfum de la compétition officielle, c'est quelque chose de particulier. Et hâte que le championnat reprenne aussi en Ligue 2 et les autres championnats aussi, parce qu'on sait que tous les deux vous êtes notamment très fans de clubs anglais. Ouais, il faut que ça reprenne là, comme l'a dit Flo, on commence à se gratter un peu les poignets. On va voir les différentes recrues évoluer en championnat, notamment à Grenoble, notamment en Angleterre aussi. Donc pressé que ça reprenne, ça fait du bien de couper un peu aussi quand même. Alors pour expliquer un peu à nos auditeurs le principe, déjà pas de live parce qu'on va enregistrer d'un coup d'un seul plusieurs émissions pour pas faire trop loin à chaque fois, puis parce que c'était aussi plus simple de tous se réunir sur une même demi-journée et pas de se revoir tous les jours. Par contre, le principe des lives sur Twitch va reprendre dès la semaine prochaine en fait, avec un peu plus d'interaction pour répondre aux questions aussi de nos auditeurs, des gens qui écoutent. Donc vous nous écoutez actuellement uniquement sur YouTube ou sur Spotify. Pareil, n'hésitez pas à mettre des petites questions ou vos petits commentaires, notamment sur YouTube, sur Spotify, c'est un peu plus compliqué, il me semble, de commenter, mais sur YouTube, n'hésitez pas, sur les partages sur les réseaux sociaux aussi. Nous, on va vous présenter notre avis, mais bien évidemment que vos avis vont nous intéresser, et notamment sur le premier sujet qu'on va aborder dans quelques instants, qui ne sera pas tout à fait du football, hein. Désolé messieurs, on va commencer par l'extra sportif, on s'en serait bien passé, mais c'est une grosse actualité malheureusement à Grenoble, et c'est difficile de ne pas en parler. Avant de parler de ça, je vais vous donner le reste du programme je veux dire des prochains jours, mais tout dépend quand vous allez écouter. Quand vous allez écouter, pardon, on va faire un bilan du mercato grenoblois. On va faire un bilan de la préparation, plutôt satisfaisante. Vous nous direz, messieurs, ce que vous en avez pensé lors du podcast dédié. Et on fera une petite présentation de ce premier match et surtout nos attentes par rapport au match à Saint-Etienne, sachant qu'au moment où on enregistre, en fait, on va pas connaître les états de blessure, si Posto Laki va jouer, si Dante Rigo est rétabli, etc. Donc on va pas s'aventurer à donner des compositions type aujourd'hui, mais par contre voilà, on essaiera quand même de parler de nos attentes. Pour commencer du coup messieurs, je vous propose de revenir un peu sur l'affaire qui a alimenté beaucoup trop à mon goût la chronique et les réseaux sociaux ces derniers jours, c'est l'affaire Jordan Tell, qui n'en finit malheureusement plus de faire parler d'elle, puisque tous les jours on a des nouveaux articles au niveau national. Donc pour moi c'était quand même important d'en parler parce que déjà comme je le disais il y a quelques instants, c'est la grosse actu du moment et malheureusement ça impacte aussi tout le club, ça impacte peut-être la préparation. Ça sera intéressant de voir avec les joueurs avant le match à Saint-Etienne si ça impacte. Et puis il y a aussi beaucoup de choses moi qui me paraissent un peu fausses, aussi bien dans les réactions des gens, mais bon ça à la limite c'est un peu plus excusable, un peu plus pardonnable. Mais je vois aussi des fois des articles qui ne reprennent pas tous les éléments en fait à prendre en compte. Et puis j'étais intéressé aussi pour avoir vos avis sur le sujet. On n'a pas forcément les mêmes. Je sais que c'est très clivant du coup, même si la communauté grenobloise semble plutôt unanime pour défendre le club, si on veut un peu caricaturer les débats. Et avant toute chose, en fait, je vous proposais tout simplement de faire un déroulé des faits, parce que justement, c'est important de se rappeler ce qui s'est passé, en fait, tout simplement. Donc, je m'y colle, messieurs, hein, si vous voulez bien, puis vous nous donnerez un peu vos avis derrière, mais dans un premier temps, voilà, je voulais attaquer par ça. Jordan Tell, attaquant du GF38, a été sanctionné pour avoir participé à la Gold Cup, qui est une compétition pour laquelle les clubs n'ont aucune obligation de libérer leurs joueurs. Voilà, c'est un premier point qui est important à rappeler. Donc il a participé à la Gold Cup avec la Guadeloupe, sans autorisation du GF38, qui l'attendait donc pour la reprise qui avait été fixée au 27 juin. Son coéquipier Mathias Phaéton était exactement dans la même situation au départ. Alors on parlera un peu plus tard du cas Mathias Phaéton qui n'a pas été jugé de la même façon par Grenoble. Donc ils ont obtenu en fait le droit de participer avec la Guadeloupe au match de barrage de qualification, la Gold Cup. Ça aussi c'est un point sur lequel il y a beaucoup d'erreurs. Je vois beaucoup de gens voir des articles qui disent mais ça sert à quoi de les avoir laissés avec la Guadeloupe si la compétition débutait le 28 et que l'entraînement prenait le 27. En fait non, Grenoble a autorisé ces deux joueurs à participer à la phase de
qualification. Il y avait des barrages en fait parce qu'ils n'ont pas terminé premier de leur groupe. Donc pour se qualifier pour la compétition finale, ils ont dû passer par 2 matchs. D'ailleurs, Tel et Phaéton ont marqué, si je dis pas de bêtises, sur ces matchs de barrage. Et du coup, les Guada Boys sont parvenus à se qualifier pour cette compétition. Et c'est cette compétition-là que les 2 Grenoblois ne pouvaient pas effectuer puisqu'ils ne pouvaient plus rester, la reprise de l'entraînement ayant lieu. Le club s'est rendu compte en fait assez rapidement que les 2 joueurs comptaient pourtant rester sur cette phase finale qui avait lieu, messieurs, vous me direz si je me trompe, c'était Canada et États-Unis, hein, l'édition de cette année, c'est bien ça. Donc C'est ça. ils ont décidé de rester en fait pour participer. La Guadeloupe jouait notamment le Canada le premier match. Le GF38 les a contacté également la sélection de Guadeloupe. Donc ça, c'est le courrier qu'a publié la Ligue de Guadeloupe au tout début de la médiatisation de cette affaire. Vous vous en rappelez sûrement, un courrier qui avait déjà fait couler beaucoup d'encre et qui avait déjà donné le mauvais rôle au GF38. Donc après, Mathias Phaéton est parti au CSKA Sofia, vous le savez. Tel lui est rentré, il a été mis à pied jusqu'à mi-juillet et ensuite a eu un entretien avec ses dirigeants. C'est la procédure qui est tout à fait normale dans pareille situation quand un employé commet une faute en fait par rapport à son employeur. Le joueur et le club sont passés par la commission juridique de la Ligue, mais il n'y a pas eu de conciliation. Ça aurait pu être une option, effectivement, la Ligue essayant de rabibocher un peu, si on peut dire ça comme ça, les 2 parties, mais du coup, ça s'est pas passé comme ça et le club est resté sur sa position. Du coup, le club a décidé d'une sanction et s'est appuyé sur le règlement stricto sensu. Et vendredi 28 juillet, donc vendredi dernier, Jordan Tell a reçu sa sanction, qui était donc un licenciement. Donc il a reçu un courrier pour le notifier, licenciement pour faute grave. Et du coup, depuis le vendredi, je pense que si vous vivez pas sur une autre planète, vous avez vu toutes les réactions que cela a pu engendrer d'absolument partout. J'ai même vu des articles en Suisse, j'ai même vu des articles en anglais. Ça a vraiment fait beaucoup, beaucoup parler. Mais voilà, en tout cas pour les faits. Messieurs, est-ce que vous voyez des faits que j'aurais pas mentionné, des choses de base vraiment, hein, sans rentrer dans les détails, qui sont importants pour comprendre le déroulé de l'affaire, hein? Je crois que tu as été, assez complet. Il me semble que tu as été assez complet, ouais, sur le déroulé de l'affaire, sur la chronologie. Je pense qu'on peut rentrer dans le vif du sujet. Et dans le débat, du coup, j'ai terminé la petite présentation en rappelant que le GF38 avait appliqué finalement le règlement stricto sensu. Pour moi, c'est un premier point qui est super important en fait, c'est-à-dire que dans les faits, le joueur a tort. Ah, ça, je pense que personne ne peut objectivement nier ce tort-là, cette faute-là. J'ai appelé moi ma partie suivante une sanction sévère mais juste, parce que pour moi le débat il est plus sur pas la gravité des faits du coup, mais la gravité de la sanction. C'est-à-dire qu'on a plusieurs gammes de sanctions qui sont possibles. Aujourd'hui, le club a décidé de prendre la plus grosse sanction possible, un licenciement pour faute grave du coup derrière. Alors le joueur a déjà indiqué, il me semble, qu'il allait amener l'affaire devant les prud'hommes, hein, donc on est très très loin de la fin de l'affaire sur le plan légal. Mais est-ce qu'il n'y avait pas peut-être possibilité, Flo, par exemple, si tu veux débuter sur le sujet, de pénaliser le joueur, parce que c'était important de rappeler que les joueurs n'ont pas tous les droits, bien évidemment, mais de le pénaliser peut-être différemment et un peu moins sévèrement. Ah, complètement. Donc, moi, sur cette affaire, il y a plusieurs choses qui m'interpellent et qui montrent franchement les dysfonctionnements qu'on a aujourd'hui au club de Grenoble qui ont assez triste et qui sont quand même assez symptomatiques de pourquoi aujourd'hui le GF38 n'a pas une belle image dans la région, même nationalement. Et ce genre d'affaire ne va pas aider, on va dire, à ramener du monde au stade ou alors à améliorer l'image de marque de Grenoble. Moi, déjà, donc, pour rebondir un peu sur toute l'énonciation des faits que tu as fait et sur ce qui ne va pas du côté grenoblois, on est tous d'accord déjà pour dire que la faute vient de Jordan Tell et que dans tous les cas, une punition et une sanction étaient obligatoires pour sanctionner ce qu'il avait fait. Et donc, on commence avec le début de l'affaire et avec, pour moi, on va dire, là où ça a commencé à chauffer, ce communiqué de la Ligue de la Guadeloupe qui était très agressif envers Grenoble. La première question, ça va être pourquoi Grenoble n'a pas réagi, n'a pas fait un communiqué pour se défendre. Déjà à ce moment-là, on a commencé à avoir des réactions avec donc certains journalistes en quête de buzz sur Twitter, qui s'appelle Romain Molina, par exemple, pour ne citer que lui, qui a commencé un peu à faire du buzz sur le GF38 et qui a commencé à écorner l'image de marque, avec toute sa fanbase qui est quand même très agressive. C'était quand même pour moi une grave erreur de ne pas rebondir là-dessus pour essayer de se défendre un petit peu, à minimum, et calmer le feu. Parce que donc, dans tous les cas, comme tu l'as très bien dit Fred, le club de Grenoble avait déjà été très, très clair avec Jordan Tell et avec Mathias Phaéton sur le fait que seulement les qualifications étaient
était possible pour eux de les jouer et pas de faire autre chose. Pourquoi on n'a pas déjà communiqué là-dessus? Pourquoi on n'a pas déjà dit: «D'accord, en fait, depuis le début, on avait un accord avec les joueurs pour les laisser faire les qualifications, mais ensuite, ils n'avaient pas l'accord pour faire la compétition»? Pourquoi il n'y a pas eu ce communiqué-là d'abord, qui aurait déjà permis, d'une part, de solidifier, le point de vue du club, d'autre part, de se défendre déjà beaucoup mieux par rapport à la plèbe, en fait, et puis par rapport à cette tension qui est montée en crescendo jusqu'à, dernièrement, et qui a encore plus écorné l'image de marque. Donc déjà, pourquoi? Deuxièmement, donc Max Marty a fait une interview, sur le Dauphiné, je crois, pour se défendre de cette affaire-là. Il a dit qu'il envoyait des courriers recommandés aux joueurs. Euh, Pourquoi tu envoies des courriers recommandés à des joueurs qui vivent à Grenoble et qui sont en ce moment au Canada dans des hôtels et qui vont beaucoup bouger suivant les compétitions? Je n'ai pas compris pourquoi il s'est défendu avec des courriers. La meilleure des choses à faire serait peut-être été de les appeler pour essayer de trouver un conciliabule et pas essayer de communiquer par courrier interposé pour qu'il y ait plus de tension et de malentendus. Sur cette question Et des courriers, Flo, alors effectivement, j'ai été aussi très surpris de le lire comme ça. Alors déjà, est-ce que c'est une mauvaise transcription de ce qui a été expliqué ou une mauvaise explication de base? Ensuite, il y a peut-être aussi un côté procédurier en fait et procédure à respecter. C'est-à-dire que si tu dois constater qu'un employé n'est pas à son poste, peut-être que tu as une obligation. Alors moi, je suis pas un expert en droit du travail, mais peut-être que tu as une obligation en fait d'envoyer des courriers recommandés. Je sais que quand tu veux licencier quelqu'un, il y a d'abord un entretien préalable au licenciement pour lequel tu dois convoquer la personne par courrier recommandé aussi. En fait, il y a tout un tas de petites procédures. Et à mon avis, mais c'est purement mon avis, c'est pas, je sais pas si c'est vraiment comme ça que ça s'est passé. Il y a eu à la fois ces courriers recommandés parce que légalement tu es obligé de les faire, mais j'imagine bien évidemment que Max Marty pour contacter les joueurs est passé directement par le téléphone en fait ou par mail oui, mais s'il a alors, leur adresse email. Ça me semblerait très bizarre effectivement qu'on envoie un courrier recommandé pour dire aux joueurs qui est au Canada ou je sais plus où avait lieu Tampa Bay, je crois en Floride peut-être le deuxième match pour leur dire envoyer un courrier chez eux du coup en France pour leur dire t'es attendu, c'est la reprise de l'entraînement. Ça n'a pas de sens en fait. Tu sais très bien que tes joueurs pourront pas le dire. Donc je pense vraiment moi qu'il y a une retranscription du coup qui est pas forcément très fidèle du coup à ce qui a pu se passer parce que sinon ça n'a, je te rejoins complètement, c'est la première remarque que je me suis faite, ça n'a pas de sens en fait. voilà. Mais oui, et puis donc c'est quand même bizarre que Max Marty se défende là-dessus et qu'il parle pas des coups de fil qui seraient quand même beaucoup plus défendables, on va dire, sur un article du Dauphiné Libéré, sur lesquels les gens n'ont pas envie de savoir les procédures, mais plus ce qui s'est passé dans les faits avec les joueurs. Et puis donc enfin, il y a ce communiqué de Grenoble qui vient beaucoup. Non, d'abord, il y a eu le licenciement, pardon, avec donc des communiqués, donc des anciens joueurs de Grenoble qui, enfin pas des communiqués, mais des commentaires qui sont arrivés pour soutenir Jordan Tell, qui montrent un peu ce côté de tension humaine qu'on sentait déjà en fin de saison, qui était assez malsain, ce climat malsain qui s'est un petit peu révélé avec les joueurs qui sont partis, la parole qui s'est libérée parce que ces joueurs-là n'ont plus de compte à rendre avec Grenoble. Et puis aussi donc tous les articles et les autres communiqués de la Guadeloupe pour enfin avoir un communiqué de Grenoble qui à mon avis, est arrivé beaucoup trop tard et où le mal était déjà fait médiatiquement parlant, et sur lequel tu avais déjà pris tout un bad buzz. Et ce communiqué, pour moi, était obligatoire, mais il n'a pas arrivé dans le bon timing. On a eu beaucoup de retard dans la communication et c'est ce qui a, en plus donc de tout ce qui s'est passé, encore plus dégradé l'image du club. Sur la sanction du licenciement, moi je trouve que c'est très triste. Je trouve que la direction a manqué beaucoup d'humanité, mais malheureusement, c'est quelque chose de récurrent en ce moment avec la direction grenobloise et avec donc sous couvert de Grenoble est un club professionnel qui doit être fort. Ce que je comprends, il faut quand même pas oublier il faut faire preuve d'humanité. La sanction est pour moi démesurée. On n'est pas sur le premier cas de joueur qui rentre en retard de l'entraînement. On n'est pas sur le premier cas de joueur qui refuse qui se prend en position pour une sélection plutôt que pour un club. C'est-à-dire, il y a plusieurs fois, il n'y a jamais eu de cas de licenciement. Cette compétition, j'ai Flo, entendu. je me permets juste de rebondir un peu sur ce que tu dis. Moi, c'est aussi quelque chose qui m'a un peu marqué, c'est-à-dire que j'aurais préféré qu'on différencie un joueur qui décide de ne pas rentrer, par exemple, parce qu'il a envie d'aller dans un autre club. C'est déjà arrivé aussi, des joueurs qui font traîner leurs vacances parce qu'ils ont envie de partir, ils mettent des coups de pression au club, etc. Là, pour moi, Jordan Tell, on est sur un acte d'amour presque, en fait. Il a juste envie de défendre la sélection et le maillot de la Guadeloupe. On sait que c'est un joueur qui est très attaché. D'ailleurs, à Grenoble, il avait le numéro 97. C'est tout sauf un hasard. Je trouve que la sévérité mis en parallèle avec justement ce côté
le joueur, il a rien fait contre le club, finalement, il a fait quelque chose pour la Guadeloupe, même s'il a tort, on l'a dit, on est d'accord sur ça. Ça renforce encore, du coup, le côté disproportionné, en fait, pour moi, de la chose. Et je trouve que tu as très raison de parler d'humain, parce que pour le coup, Jordan Tell, lui, il a fait un choix humain, le choix du cœur, et que du coup, bah, Grenoble, ils ont pas du tout eu d'empathie par rapport à ça, et ouais, je trouve que c'est vraiment dérangeant. Et juste pour compléter aussi sur ce que tu disais sur la réaction des joueurs grenoblois, moi je discutais juste avant le podcast avec un pote qui est très fan du GF38 et qui me disait bah moi je suis employeur, le mec je le vire, etc. Je trouve qu'on oublie j'entends tout à fait cet argument, effectivement, il y a abandon de poste, je sais pas comment on peut qualifier ça, etc. Je trouve qu'on oublie un peu le côté humain du foot et je me suis fait la réflexion, quel autre club a viré des gens, je parle même au niveau mondial, a viré des gens depuis ces 3-4 dernières saisons? J'ai l'impression qu'à Grenoble, on est quasiment un cas unique et que ça n'arrive pas qu'une fois. On a eu de Letraz, on n'a pas eu que des licenciements derrière, mais on a eu des mises à pied, on a le Caravé l'année dernière qui est encore différent, on a Olivier Guégan qui a été viré après de monter. Enfin, tu vois, on est vraiment sur un club qui, presque chaque année, en fait, a besoin de sa petite polémique sur le genre. Ça fait beaucoup, en fait, et je trouve ça super usant. Tu vois, est-ce que les autres clubs n'ont pas besoin de défendre l'institution, ça veut dire, ou est-ce que c'est spécialement les joueurs qui chient sur l'institution grenobloise, si on veut rester sur cet argument-là? J'ai du mal, en fait, à me positionner par rapport à ça. Je trouve que ça commence quand même à faire beaucoup et qu'à vouloir être un peu supposément et dans le discours, mais ça j'y reviendrai tout à l'heure, parce que l'UNFP a relevé un point très important dans son communiqué, très rigide, voire psychorigide sur certaines choses. On est en train de se couper de l'aspect humain que doit avoir un club de football. On a eu ce débat sur notre Discord il y a 1 ou 2 jours. Il y a des gens qui disaient non mais le football c'est moins humain, les mecs ils sont là depuis 2-3 ans. Je suis pas du tout d'accord en fait. Pour moi l'humain il est au cœur du projet. Si t'as pas de l'humain dans un effectif, ta réussite elle sera pas au bout en fait. Donc voilà, c'était le petit rajout que je voulais faire par rapport au côté humain que tu soulevais justement. Excuse-moi de t'avoir coupé. Exactement. Non, tu as très bien fait. Et puis juste aussi pour ajouter sur le côté humain, tu es un joueur de Ligue 2 qui joue donc dans des stades de 20 000 places, mais avec genre que 5 000, 6 000 personnes en moyenne par match. On te propose une compétition. Donc tu vas jouer dans des stades de 50 000, 60 000 personnes, des stades qui sont parfois pleins à craquer contre des sélections comme le Canada qui ont joué la Coupe du Monde, contre des joueurs. Alors certes, il n'y a peut-être pas les joueurs majeurs comme Alphonso Davies, mais il y a quand même des très beaux joueurs comme Mikel Antonio en Jamaïque ou comme Matt Turner aux USA qui évoluent en première ligue. J'ai envie Et de dire quand même Balogun aussi peut-être, Flo, avec les non, États-Unis, ou il a Balogun n'avait participé pas à... été D'accord. sélectionné. Il n'avait pas été sélectionné malheureusement bon, lui était en instance de départ du côté d'Arsenal et il voulait se concentrer, on va dire, D'accord. sur le club plutôt que la sélection. On peut aussi Mais rappeler, je l'ai pas fait dans les faits, qu'il y avait eu juste avant la Ligue des Nations version CONCACAF, et qu'à un moment donné, pour moi, la responsabilité, elle est aussi sur la FIFA, à vouloir mettre des compétitions tout le temps. On a beaucoup trop de choses. Je comprends aussi les clubs, au bout d'un moment, quand on dit, bah, il y a telle date, il y a telle date, il y a telle date. Là, pour le coup, la Gold Cup, c'était pas des dates réservées, mais il va vraiment falloir que la FIFA aussi se penche sur ça. Officiellement, j'ai envie de dire, en fait, qu'il y ait des règlements très clairs, qu'il y ait moins de compétitions internationales aussi, parce que les joueurs, c'est pas des machines. Mais ça, c'est aussi un point sur lequel on n'entend pas beaucoup les gens parler au final, mais qui me semble important parce que quand t'es le club et que t'es l'employeur et que tu payes le mec toute l'année, si les 3 quarts du temps, effectivement, il est pas là parce qu'il y a des compétitions, je parle pas de la Gold Cup, pour moi, c'est plus le côté Ligue des Nations pour ce qui va suivre, à la con, voilà, pour la Ligue des Nations. Je comprends que ça puisse être embêtant aussi quelque part. Excuse-moi de t'avoir recoupé, mais j'avais oublié de mentionner cet aspect un peu officiel par rapport aux compétitions et à la FIFA. ouais, tu fais très bien, je suis d'accord avec toi là-dessus. Donc voilà pour conclure sur le volet humain, mais donc je trouvais que la décision de Jordan Tell pour un amateur de football, un amoureux de football, elle faisait beaucoup de sens. Et puis au final, c'est une compétition qui s'est finie une semaine après la reprise. Une semaine après la reprise, Jordan Tell aurait pu revenir à l'entraînement, il aurait juste raté une semaine de reprise tout en gardant un rythme de compétition, donc un rythme pas trop dégueulasse pour arriver en conditions physiques, mais à mon avis, qui était quand même pas non plus à la ramasse. Je pense que pour une semaine de retard et avec tout ce que j'ai cité, on aurait sûrement dû peut-être le sanctionner avec une mise à pied, une suspension de salaire, une amende ou je sais pas quoi. Mais le licenciement, moi, ça me paraît complètement démesuré. Et puis, tu rajoutes de l'huile sur le feu, tu nous montres, tu envoies quel message aux joueurs qui restent? Tu envoies quel message aux joueurs qui restent et qui veulent partir de Grenoble? Bah, ne venez plus à l'entraînement pendant une semaine, on vous licenciera parce que vous refusez de venir à l'entraînement. Sauf que Tu ça, crées un précédent. sauf que ça ne marchera pas comme ça et que le joueur qui a une valeur marchande, il pourra se permettre des choses que le joueur qui a moins de valeur marchande ne pourra pas se permettre. Je vais prendre un exemple à la con, mais si demain Manu Pérez et Bamba décident de boycotter un entraînement parce qu'ils sont pas contents,
je suis à peu près sûr et certain que les deux ne seront pas sanctionnés de la même façon en fait, parce qu'il y a des joueurs d'un côté qui ont une valeur et d'autres qui en ont pas en fait. Et d'ailleurs Max Marty l'a dit, je crois sur France Bleu Isère, je sais plus dans le sens précis de la formule, je crois, mais il a dit il y a des joueurs plus importants que d'autres. Moi personnellement, ça me dérange oui et non parce que je comprends tout à fait le sens de la phrase, d'autant plus que c'était pour expliquer qu'à Grenoble il n'y avait pas de joueurs au-dessus de la masse, mais c'est faux en fait. On sait très bien qu'il y a des joueurs qui ne seront pas traités comme les autres. Si demain Bamba a envie de partir, il a effectivement, comme tu le dis, c'est qu'à partir une semaine en vacances en fait. Bah pourtant, s'il a 3 millions de valeur marchande, je peux t'assurer qu'il sera pas viré par le GF38 et qu'ils feront tout pour le vendre derrière. Donc ça, je trouve ça un peu hypocrite en fait dans la justification des choses, etc. Mais c'est un point sur lequel je voulais revenir un peu plus tard. Du coup, Flo, t'as balayé pas mal de choses du coup et un peu tous les points, donc on va être moins formel par rapport à la suite du podcast. Karel, toi, de ton côté, je crois que ce qui t'a beaucoup agacé notamment et qui rejoignait un peu du coup, mais l'autre versant de ce que Flo disait sur la com, c'est les réactions des gens. Flo a parlé de Romain Molina, mais je crois que toi, il y a tous les gros comptes un peu Twitter et toutes les réactions qu'on suivi qui t'ont un peu mis sur les nerfs sur cette affaire. C'est bien ça? Ouais, exactement. Bah, Flo a balayé beaucoup d'informations avec beaucoup de justesse et toi aussi, donc je vais pas forcément revenir sur ces sujets-là. Là où je suis d'accord, et je pense que tu soulèves aussi un point important, c'est que c'est un sujet compliqué dans le sens où voilà, Jordan Tell, c'est un joueur qui n'a jamais vraiment fait de vagues. Dès son arrivée, il a été décisif, hein. Je crois que Fred, c'était toi qui t'attelait à le rappeler aussi, mais sur ces 6 premiers mois, je pense que sans Jordan Tell aujourd'hui, peut-être que le GF38 est en National 1. Donc là-dessus, il faut quand même être reconnaissant. Il faut quand même aussi reconnaître que il a pas forcément voulu faire du tort au club, comme tu l'as dit, mais qu'il a voulu aussi représenter sa sélection. Mais dans l'autre sens, voilà, le GF38 avait un accord sur une date et on peut comprendre qu'il veuille pouvoir compter sur tout son effectif à la reprise. Et puis je crois que Jordan Tell s'est blessé là-bas, si je fais pas Oui. erreur. Donc tu peux comprendre aussi qu'il y ait certaines appréhensions du côté du GF38. Donc en fait, si je parle de ça avant d'exprimer mon propos, c'est aussi parce que je pense que c'est important d'apporter de la nuance. En fait, c'est une affaire où tout n'est pas noir, tout n'est pas blanc. Il y a beaucoup de gris. Faut être capable d'apporter de la nuance et faut être capable voilà, d'avoir une certaine réflexion pour montrer qu'il y a des torts d'un côté, des torts qui sont partagés en fait, et des raisons qu'on peut comprendre d'un côté comme de l'autre. Ensuite, moi, ce que j'ai envie de dire, c'est ouais, le traitement médiatique m'a beaucoup agacé. Vous avez parlé de Romain Molina. Moi, je trouve, voilà, Romain Molina, c'est un journaliste aussi, mais il y a beaucoup de gros comptes Twitter. Voilà, Footballogue, peut-être ActuFoot, j'ai pas forcément vu, pour ne pas les citer, qui ont traité l'information de manière très incorrecte, en fait, très imprécise. Et aujourd'hui, je trouve que c'est le mal des réseaux sociaux, le mal de Twitter. En fait, tous les éléments ne sont pas donnés. Et en fait, aujourd'hui, la facilité, c'était d'aller dans le sens voilà, du courant médiatique qui était de taper sur le GF38. Je comprends qu'il y ait des gens qui soient énervés contre le club. Je comprends totalement. C'est une affaire qui suscite beaucoup d'émotions, beaucoup de Si je réactions, peux me des réactions permettre, vives. si je peux me permettre, Karel, pour donner un exemple très précis, moi j'ai quand même lu, hein, le GF38 est un club de racistes qui m'a fait tomber de ma chaise, quoi. Voilà, moi, Alors ça, c'est ce genre de ça, je l'avais propos-là. jamais lu. Intéresse-toi un tout petit peu au club et à l'affaire au lieu de juste effectivement lire un tweet d'un gros compte Twitter et ne dis pas des absurdités pareilles. Je sais pas si tu faisais référence à ce genre de commentaires-là, mais il y a des commentaires des C'est fois ce tu te genre de dis. propos-là. C'est ce genre de propos-là qui me dérange et c'est ce à quoi, j'allais en venir. Hem, Comme c'est important d'apporter de la nuance dans sa réflexion, en fait, on ne peut pas, dire ce genre de choses, et il y a eu ça par rapport au club, il y a eu des insultes par rapport aux supporters qui n'y sont absolument pour rien, en fait, c'est-à-dire qu'ils ne sont pas décisionnaires. Il y a eu des insultes envers la ville, donc en fait, je pense que c'est important aussi, alors ça ne changera jamais parce qu'aujourd'hui, je pense qu'en 2023, c'est comme ça et que c'est comme ça que les réseaux sociaux fonctionnent et que Twitter fonctionne. C'est-à-dire que voilà, on veut faire des interactions, on veut buzzer, mais sur des plus petits comptes, voilà, sur des comptes, personnels qui insultent le club,
Alors moi, je tiens à le rappeler aussi, c'est-à-dire que les gens qui sont derrière le compte du GF38 aujourd'hui ne sont pas forcément Non. décisionnaires, ils se font insulter toute la journée. Moi, c'est quelque chose qui me dérange aussi. Et dans un deuxième temps, je pense que des comptes aujourd'hui, alors encore une fois, ActuFoot, je cite ActuFoot parce que c'est peut-être le compte le plus connu. J'ai pas vu si ActuFoot avait réagi à l'information. Je sais pas si vous avez vu, mais moi j'ai vu Footballog par exemple. C'est des comptes qui ont énormément de followers, qui ont énormément d'influence. Aujourd'hui, il faut faire attention aux informations qu'on diffuse. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, s'ils veulent se prétendre contrôler d'informations, et ils ont l'influence qui va avec, alors il faut être très très précis et très correct dans les informations qu'on diffuse et ne pas diffuser uniquement ce qui va faire du buzz. Il faut donner tous les tenants, tous les aboutissants, toutes les informations, dire pourquoi le GF38 l'a fait, et c'est très bien aussi de parler du Catel, et je comprends totalement que ce soit fait, mais il faut donner tous les tenants et les aboutissants. On peut pas en fait surfer uniquement sur le buzz et aller dans la direction du buzz et aller dans la direction de l'opinion générale pour essayer de faire des interactions quand on a des aussi gros comptes et ensuite entraîner des vagues d'insultes envers des gens qui ne sont pas responsables. Et ça me dérange beaucoup dans cette histoire-là. Alors je suis 1000% de ton avis, tu as super bien résumé et ça va me permettre comme de faire une mini transition moi sur la petite partie sévère pour la petite partie suivante pardon pour que je puisse donner mon avis dessus. J'avais appelé ça une communication pénalisante parce que justement pour moi sur cette affaire, le GF38 est dans son droit. Complètement, pour les raisons qu'on a évoquées depuis tout à l'heure. Sauf qu'avec une mauvaise communication, et Flo t'en a déjà pas mal parlé dans ce que tu nous as dit, bah, il s'est donné l'image du coupable finalement. Pour moi, la communication, Claude, tu l'as aussi dit tout à l'heure, le communiqué qui a été fait, alors il pouvait pas tout mettre, hein, il pouvait bien évidemment pas mentionner que Jordan Tell était viré dès le 27 juin, mais toute la première partie en fait sur les explications, on a contacté les joueurs, on avait tel accord, etc. Ça aurait dû être fait le 27 juin en fait. Je pense, j'espère en tout cas que les dirigeants grenoblois ont compris qu'en 2023, c'était important d'occuper le terrain de la communication. Parce qu'en abandonnant ce terrain-là à la Ligue de Guadeloupe, à Jordan Tell, à l'UNFP et du coup aux gros comptes qui n'ont récupéré que quelques phrases et les phrases les plus polémiques, hein, bien évidemment, pour faire tourner, pour faire buzzer, pour du retweet, du like, du partage, du commentaire, etc. Bah Grenoble a tout simplement endossé le costume d'unique coupable dans cette histoire et les gens je les excuse pas, hein, il y a des commentaires, je le disais tout à l'heure, le côté vous êtes un club de racistes, etc. Intéresse-toi un peu au club et ne dis pas des grosses bêtises. Mais finalement, les gens, ils ont commenté par rapport aux éléments qu'on leur a fournis, quoi. Et Grenoble, en ne fournissant aucun élément, bah, c'est pénalisé tout seul, en fait, à ce niveau-là. J'espère que ça a servi de leçon et que, bah, on mettra en place des communications, je sais pas si on peut appeler ça une communication de crise, mais en tout cas une communication, tout simplement, et qu'on n'attendra pas 1 mois et 2 jours pour communiquer sur une affaire. Je sais qu'à Grenoble, on n'aime pas trop. On est très années 2000 finalement à ce niveau-là, mais le problème c'est qu'en 2023, bah, les réseaux sociaux, ils ont un point important et c'est dommage de s'en priver. En matière de communication aussi, j'aurais aimé, mais alors ça c'est très utopique de ma part, que quelque part on laisse les 2 Guadeloupéens avec leur sélection, mais qu'on communique en fait dessus. C'est-à-dire que dès le départ, pour moi, il y avait une belle histoire à raconter. On se met d'accord avec la Ligue de Guadeloupe, voilà, qui communique, merci au GF38, voilà, les 2 joueurs sont importants pour nous, le club l'a compris, etc. et tout. Je pense qu'il y avait vraiment quelque chose pour justement améliorer à fond ton image, en tout cas te donner encore une encore plus belle image derrière et qu'on n'a pas su le faire. Et je trouve que ça, Grenoble est mauvais aussi sur ce genre de petites choses, alors que c'est des choses qui peuvent s'écrire toutes seules. Tu l'as dit aussi, Flo. Est-ce qu'il y avait vraiment besoin de Jordan Tell et de Mathias Phaéton le 27 juin pour aller passer des tests à l'hôpital, pour courir autour du terrain, etc. et tout? Et il y a un exemple qui est tout bête, en fait, bah, c'est celui de Mathias Phaéton, qui a fait la Gold Cup avec la Guadeloupe, et pourtant, la semaine dernière, il était titulaire en Coupe d'Europe avec le CSKA Sofia. Donc, comme quoi, dans un club qu'il connaît pas, avec un coach qu'il connaît pas. À Grenoble, il a quand même des coéquipiers qu'il connaît, un coach qui sait comment il joue, etc. et tout, en fait. Pas d'appartement à trouver. Enfin, voilà, il était dans un confort différent que là à Sofia. Et pourtant, avec Sofia, il est capable de jouer un match de Coupe d'Europe. Donc, pour moi, ça veut dire qu'il aurait été tout à fait capable, même en ratant le début de prépa, d'être aligné contre Saint-Etienne ce samedi, par exemple. Voilà, à vouloir être trop strict et trop réglementaire, je trouve qu'on se prive quelque part de jolies choses et de belles images en fait derrière. Je trouve ça très dommage. Et globalement, dernier point sur la communication, je trouve que la communication sur Phaéton, elle est illisible au final. C'est-à-dire qu'on a 2 joueurs. Je comprends le fond du truc avec un joueur qui était déjà en instance de transfert, etc. Mais au final, on a 2 joueurs qui font la même faute, qui appartiennent tous les deux au GF38. Et il y en a un, on lui dit merci pour tout Mathias, bonne chance dans ton prochain projet, merci pour cette fabuleuse année, ta meilleure sous nos couleurs, etc. Et l'autre, on lui dit casse-toi, on veut plus de toi en fait. Et je trouve que cette différenciation-là,
pour le grand public, même avec des explications derrière, elle est pas compréhensible en fait et ça te pénalise encore une fois. On aurait dû être quitte à virer et en sachant qu'on allait virer Jordan Tell parce qu'on ne pouvait pas le vendre, on aurait dû être plus froid en fait dans la communication sur Mathias Phaéton en disant bah voilà, il a pas respecté un truc. En accord avec le joueur, on a décidé de le céder au CSKA Sofia, c'est une belle opportunité pour lui, point. En fait, voilà, sans forcément être dans le côté chaleureux, etc. Parce qu'avec le recul, tu te dis, bah ouais, mais pourquoi lui on est chaleureux et pourquoi Jordan Tell, au final, il y a pas d'humanité pour réemployer pardon, un mot que tu as employé tout à l'heure, Flo. Et du coup, pour moi, tout ça concourt au dernier point que tu as un peu abordé aussi, Flo. Je trouve que l'image, elle est détériorée. Alors, je sais qu'il y a certains qui disent tout le temps que c'est tout le temps les mêmes trois grincheux sur Twitter qui se plaignent de l'image du GF38, des choses du GF38. Sauf que là, c'est pas le cas en fait. C'est que toute la presse nationale s'est emparée de l'affaire, c'est que les gros comptes Twitter se sont emparés de l'affaire, que le grand public, dans sa très grande majorité, a une image très négative de Grenoble suite à cette affaire-là. Et plus grave encore à mes yeux, c'est qu'on a beaucoup de joueurs. Flo, tu disais beaucoup d'anciens Grenoblois, effectivement, qui ont apporté leur soutien publiquement, qui ont mis des petits tacles aussi plus ou moins subtils sur leurs réseaux sociaux sur la gestion du GF38. On a aussi l'UNFP qui a sorti l'affaire avec Paul Bourdel, que moi je connaissais pas par exemple, et qui a pu être découverte, j'imagine, par beaucoup de monde. Donc les joueurs grenoblois, mais pas que en fait. Il y a énormément de joueurs. On a encore le capitaine de la Guadeloupe qui a parlé dans l'équipe hier, qui très concrètement taille Grenoble pour dire les choses clairement. Et du coup, ton image, contrairement à d'autres buzz, il y en a eu quelques-uns. On peut parler de l'affaire Ravé qui a finalement resté très local il y a un an. Là, on n'est pas du tout sur un truc très local qui va s'étioler au bout de 2 heures en fait. Je pense que sur le long terme, sur le moyen terme, c'est très pénalisant là encore. Visiblement, ce n'est pas le cas, mais pour moi, c'est aussi ce genre d'affaire-là qui peut te faire perdre un partenaire actuel ou à venir, parce que des gens vont pas forcément avoir envie de se prendre une nuée. Pareil, on est en 2023, hein, les supporters de la Guadeloupe auraient très bien pu aller prendre d'assaut les réseaux sociaux de Smart Good Things en disant pourquoi vous sponsorisez ce club. En fait, c'est des choses qui se font à la télé, qui se font sur les influenceurs, des choses comme ça. On n'est pas à l'abri pour un club de sport d'y avoir droit aussi, donc. Voilà, tout ça fait de cette affaire plus qu'un simple licenciement d'un joueur en fait qui n'a pas respecté le règlement, parce qu'il y a la sévérité d'une sanction et puis il y a la manière dont ça a été amené par un club qui agit très comme dans les années 2000, là où en 2023 tu peux pas faire de la même chose. Moi, ça sera ma conclusion. Je trouve que la sanction est juste. C'est normal. Une sanction est juste en tout cas. Il fallait pénaliser le joueur parce qu'effectivement, c'est important de rappeler aux joueurs que c'est le club qui paye le salaire et qu'à un moment donné, tu peux pas le prendre pour un con. Ça, c'est la base. Visiblement, Jordan Tell ne s'est pas excusé de son comportement, alors peut-être que ça a rajouté aussi l'envie du club de le virer derrière. Ça, pareil, je pense que c'était la base de s'excuser. C'est des choses importantes. Mais par contre, tout ce qu'il y a autour sur la sévérité, sur comment on a vendu la chose, je, je pense que ça doit servir de leçon aujourd'hui à Grenoble pour pas renouveler ce genre d'erreur-là. Messieurs, est-ce que vous aviez quelque chose à rajouter ou est-ce qu'on peut clore ce premier podcast de la semaine et se donner rendez-vous pour enfin parler de choses un peu plus passionnantes et de sportifs, hein. Moi, je pense que, je rebondis rapidement et puis Flo, je te laisserai, conclure parce que Fred a évoqué un point que je trouve important. C'est que peut-être que la conclusion et que, l'apprentissage aussi, derrière cette affaire, c'est qu'il faut et ça va un peu dans le sens de ce que j'ai dit auparavant, mais je pense qu'aujourd'hui en 2023, on peut plus sous-estimer les réseaux sociaux. On peut vraiment plus sous-estimer, la force, que ce soit en bien ou que ce soit en mal. Ça peut être les 2. Aujourd'hui, ça ne profite pas, au GF38, bien au contraire et tu l'as dit, je pense que l'image finira écornée malheureusement et je sais pas si c'est quelque chose qui restera dans les esprits. Je pense que ça va rester un certain temps, mais en tout cas, je pense que c'est important aujourd'hui de se rappeler que les réseaux sociaux, ça fait partie intégrante, de l'image qu'un club peut, miroiter et tout peut changer très vite. Aujourd'hui, un bad buzz comme celui-ci, on a vu, l'ampleur que ça pouvait prendre en une journée, même pas en une soirée. Je crois que c'est parti sur une soirée sur les réseaux sociaux et ça ne s'est pas arrêté pendant 2 3 jours. Je pense que je sais que Fred, tu es un adepte de TweetDeck aussi, mais je pense que ma colonne GF38 n'a jamais autant été, active, de sa vie donc voilà, c'est vraiment quelque chose à ne pas sous-estimer. Aujourd'hui, ça peut aller très, très vite, et je pense que c'est aussi un peu la conclusion et l'apprentissage aussi de toute cette histoire-là.
Ah, moi, j'ai une colonne Donc, Grenoble, c'est encore pire, hein, parce que tu rajoutes tous les bad buzz sur Grenoble à ceux sur le Jeff Ah tout de oui, suite, oui. et ça Voilà, fait des, c'est ça fait aussi des choses compliquées. Tu l'as dit aussi tout à l'heure, pareil, après, c'est le service com qui doit manger. J'imagine pas le nombre de notifs, de choses comme ça, de oui, blocages à faire, parce qu'il y avait des insultes, voilà. Et au final, quand le c'est des gens service com est qui sont pas occupé à décisionnaires. voilà, des conneries comme ça, en plus, bah, quelque part, ils font pas d'autre chose non plus. Tu vois, ça prend du temps, ça prend de l'énergie, c'est usant, et la saison a même pas commencé, en fait. Oh là là, voilà, tu as envie juste de souffler en fait, tu vois, sur ce genre d'affaires qui, encore une fois, pourrait, avec la même finalité, hein, quitte à prendre les mêmes décisions au même moment, même si je trouve que c'est sévère, pourrait être quand même mieux géré, j'allais dire mieux enrobé quelque part. Pas vraiment le terme, parce qu'il y a quand même une personne qui se fait licencier derrière, mais ouais, je te rejoins. Il faut que l'apprentissage se fasse à la dure, du coup, parce que là c'était à la dure, mais il faut que le club apprenne aussi de ce genre d'épisode-là. Flo, est-ce que tu avais une conclusion sur ce sujet-là? bah, juste pour rebondir sur ce qui a été dit, ce que tu as dit, c'est usant, hein. Chaque année, on a une affaire, Aspantino, Guégan, Deletraz, Michel, Ravé, maintenant Tel. J'espère vraiment que ce mini bad buzz aura fait prendre des leçons à Grenoble et que ce sera la dernière fois qu'on aura ce genre d'affaires, ce genre de polémique, parce que j'ai envie d'être fier de mon club, j'ai envie d'être fier des valeurs qu'il transmet, et là, en ce moment, j'ai du mal à en être fier. Bon, on va quand même trouver des petites raisons de se réjouir un peu sur les prochains sujets, parce que je pense qu'on sera aussi tous d'accord sur la préparation qui a été plutôt enthousiasmante sur le volet sportif et le volet terrain. Bon, on va se retrouver très vite, notamment pour parler, alors je sais pas si on parlera d'abord de Mercato, messieurs, ou d'abord de la prépa, ça sera la surprise du coup pour nos auditeurs. On vous remercie de nous avoir écoutés et on vous dit à très bientôt. Au revoir.